Une petite seconde. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord vous introduire un peu la, comment dire, l'agenda de ce webinaire et puis après quelques petites consignes aussi pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme. Du coup, merci tous d'être connectés, d'être intéressés pour ce webinaire. Le but sera de discuter un peu de tout ce qui est biodégradabilité et la complémentarité qu'il peut y avoir entre les tests laboratoires et les simulations numériques présentées par Scanae et MS4All. L'idée, c'est de présenter un peu les différents sujets pendant 40-45 minutes, et après de laisser un temps pour les questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou dans la partie questions sur la plateforme. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on prendra toutes vos questions, et puis même par la suite, après, vous pourrez aussi échanger avec les intervenants. Vous recevrez les présentations dans un mail juste après le webinaire. Vous aurez les slides, et il y aura aussi un replay. Pour ceux que ça intéresse, pour diffuser aussi dans vos réseaux, n'hésitez pas par la suite. Voilà. Sur ce, je vais laisser la main à Nathalie pour commencer ce webinaire. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Potremat, fondatrice de la société et du laboratoire Scanae, et j'ai le plaisir avec Pascal Braud de la société MS4All d'initier et d'engager ce webinaire en fait qui va parler d'un sujet majeur quand même, la biodégradabilité, qui est aujourd'hui un critère et un paramètre concernant la persistance d'enjeux environnementaux et d'enjeux croissants réglementaires et donc économiques. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter deux technologies qui abordent la biodégradabilité et de les mettre en parallèle, en fait, tout au long de la présentation. Donc, c'est un peu comme un piano à quatre mains. Oui, quatre mains. Et donc, du coup, de vous présenter, en fait, ces technologies en parallèle pour que vous puissiez vous les approprier et en voir, en fait, in fine, la complémentarité. Donc, je vais laisser la parole à présent à Pascal. Donc, comme vient de le dire Nathalie, l'enjeu environnemental du devenir des substances est absolument majeur du point de vue de l'environnement et aussi de la santé publique. Donc, à ce jour, il y a environ 350 000 substances chimiques qui sont produites et commercialisées à l'échelle du monde et environ 100 000 au niveau européen. Et donc, un des enjeux, c'est la réglementation autour de ces substances. Alors, une substance, c'est au sens d'une molécule et on va parler à ce moment-là de monosubstance et puis après il y a des multiconstituants et on va parler des polymères tout à l'heure puisque c'est le sujet et donc c'est multiconstituants. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros à des volumes d'un peu supérieurs à 1 tonne par an, il y a environ 23 000 substances qui sont diffusées et au-delà de 100 000 seulement 5 000 substances. Ça veut dire que l'essentiel sur les 100 000, donc il en reste 70%, sont disséminés à des faibles quantités, mais certainement significatives. Pour tracer ces substances, il faut les taguer. On va leur attribuer un numéro qu'on appelle CAS, un Chemical Abstract Service, qui permet de désidentifier, de les retrouver et d'avoir un certain nombre de leurs propriétés. Donc, qui sont distribués par typologie. Ce sera l'objet de la diapo suivante. Alors, pourquoi enjeux environnementaux et santé globale? Parce que certaines de ces substances présentent des risques. Et le risque, c'est quoi? C'est la conjonction d'un danger et d'une exposition. Alors, à l'heure actuelle, on a environ 500 produits chimiques molécules chimiques qui sont très largement caractérisées de ces deux points de vue, c'est-à-dire où est-ce qu'on est exposé et avec quel risque. Ensuite, dans cet iceberg, la première partie cachée, c'est la plus haute, la plus près du niveau. Ce sont 10 000 substances chimiques qui sont plutôt bien caractérisées pour ces deux définitions, c'est-à-dire le danger et l'exposition. On descend un petit peu plus et là, ça s'aggrave. Il y en a 20 000 qui ont des caractérisations limitées sur leurs dangers, les dangers, l'écotoxicologie, les effets sur la santé, et puis aussi où est-ce qu'on est exposé. Et enfin, la majeure partie, 70%, c'est pas lié à ce qui est à côté, 70% d'entre eux sont très mal caractérisés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont toxiques ou pas, on sait qu'ils sont là et on ne sait pas trop où non plus. Voilà, donc c'est un vrai enjeu de pouvoir caractériser ces éléments et leurs produits. Alors, je vais prendre la suite en se focalisant en fait sur les polymères. Donc, comme a pu le présenter en fait Pascal, finalement l'évaluation des substances,
a été majoritairement, on va dire, influencé et conduit par la réglementation REACH. Or, dans la réglementation REACH, les polymères eux-mêmes, jusqu'à présent, n'ont pas été, ne sont pas sous obligation en fait d'évaluation. Ce qui fait que sous les numéros CAS que vous avez pu voir précédemment et en parallèle finalement des pourcentages d'évaluation des substances, la majorité des substances qui ont été analysées aujourd'hui au vu de leur impact sur l'environnement sont des monosubstances. Et comme vous avez pu le voir dans le petit camembert précédent, finalement, on avait un pool qui rassemblait des CAS de, on va dire, sous un pourcentage d'environ 30%, de multiconstituants, de polymères et de d'autres composés tels que les UVCB. Donc, en un mot, des composés plus complexes multiconstituants. Alors là, je viens clarifier, en fait, du coup, les polymères. Donc, les polymères dans la réglementation REACH et sous les numéros CAS vont être en fait classifiés sous des grandes familles. C'est-à-dire que sous un numéro de CAS, on va avoir une grande famille de polymères, polyester, polyamide, polyacrylate. Et ça, c'est un point important puisque ça veut dire que dans cette grande famille et sous un seul numéro CAS, en fait, comme vous le voyez sur la droite, au titre de complexité de polymères, on va avoir véritablement des chimies très différentes. Du fait de quoi? Du fait que sous cette même famille, on peut avoir des homopolymères. Donc ça, généralement, on est bien sous un numéro CAS, mais des blocs polymères ou copolymères qui peuvent être agencés, je dirais, de manière différente au sein d'une même famille. Soit, comme vous le voyez, un agencement statistique, soit un agencement alterné, soit également des polymères qui vont être des polymères à ramification, avec des réticulations qui peuvent être différentes, des poids moléculaires différents, des cristallinités différentes. Et très clairement, quand il concerne en fait ces différentes typologies de polymères, ces différentes, on va dire, caractéristiques physico-chimiques des polymères vont énormément influencer sur également l'évaluation de la biodégradabilité, leur caractère persistant ou non dans l'environnement. Un autre point qui est important concernant les polymères, c'est que finalement, les polymères en propre peuvent comporter à la fois des additifs, mais peuvent également comporter en fait des monomères ou des coproduits réactionnels résiduels dans la substance et la matière première. Également, ces différents composés vont avoir un impact quant à les critères de biodégradabilité et d'écotoxicité, donc un impact, on va dire, d'évaluation sur la santé globale. Alors, la biodégradabilité et l'impact sur l'environnement est aujourd'hui majoritairement, ou en tout cas très influencé par des évolutions réglementaires. Évolution réglementaire qui intègre depuis 2023 l'évaluation des microplastiques, on va dire, des plastiques synthétiques particulières. Donc, d'ores et déjà, les polymères viennent à intégrer dorénavant une composante de REACH. De même, REACH polymère, alors aujourd'hui n'est pas une réglementation à proprement parler, mais il est interrogé sous la révision de REACH à venir, quelle va être la place des polymères. Et puis, vous avez tous entendu parler, en fait, sous REACH également, il y a des listes dites SVHC, qui veut dire composés extrêmement préoccupants. Et du coup, les PFAS ont fait l'objet d'une proposition, par exemple, donc de manière très ciblée, de restrictions générales en 2023. Alors, finalement, avant d'être un produit, avant d'être une formule, on est une substance. C'est ce que j'ai présenté sous l'évolution réglementaire de REACH. Mais il y a également, sur vos produits, des évolutions réglementaires qui vont se jouer. Et à ce titre, on peut voir la place de la biodégradabilité qui évolue. Donc aujourd'hui, par exemple, à titre juste d'exemple, dans le domaine de la détergence, il y a une proposition en 2023 d'évolution de ce règlement qui, au lieu de prendre juste les tensioactifs en évaluation, pourrait intégrer l'intégralité en obligation d'évaluation de la biodégradabilité, l'intégralité des constituants de ces produits. De la même manière, les plastiques sont sujets à de nombreuses réglementations d'économie circulaire ou de réglementation au titre d'éco-conception
des conceptions du produit, donc Sustainable by Design. Et puis, une autre directive à titre d'exemple, la directive eaux usées résiduaires qui aujourd'hui vise, sous le critère de biodégradabilité, à pouvoir mettre une taxe donc, de type REP au titre de, on va dire, la responsabilité de pollution, et la biodégradabilité est envisagée comme un critère par rapport à des substances qui seraient rejetées sur station d'épuration. Voilà, donc on va passer à présent sur quelles sont les technologies que l'on peut proposer. Donc Scanae est un laboratoire expert en biodégradabilité, donc nous on va représenter véritablement la notion de l'essai expérimental et de la qualité de la donnée. Données aujourd'hui réglementairement enregistrées ou données expérimentalement obtenues sous des essais en laboratoire. Donc, 3 services au sein de Scanae. Le laboratoire expérimental, comme je l'ai dit, de la prestation d'analyse, la prestation de R&D dans le développement de nouveaux produits, qu'ils soient matières premières, ingrédients ou formulations. Et une ingénierie aussi qui est associée soit aux méthodologies à mettre quand vous êtes metteur sur le marché d'un produit ou d'un ingrédient, comment on évalue l'impact environnemental de ce produit, quel est le process expérimental à mettre en place, dans un bon équilibre, on va dire, entre investissement et valorisation de la donnée, et également l'audit. En fait, on va être là en auditeur de données. Vous êtes formulateur, vous générez finalement des formules. On va s'intéresser finalement à sur quelles données vous vous basez pour éco-concevoir, anticiper l'impact environnemental de votre substance avec un service transversal, la formation, qui permet à chacun en fait de monter en compétence dans ces domaines. Alors le pendant du laboratoire expérimental, c'est MS4All qui peut se concevoir comme un laboratoire numérique avec l'idée de travailler sur l'échelle moléculaire. Le slogan, c'est démocratiser les simulations moléculaires, ce qui signifie les rendre accessibles à vous, potentiels clients, pour justement, en ayant en tête que finalement la dégradabilité d'une substance ou même sa synthèse, la base de ça, c'est ce sont des réactions chimiques. Et l'idée, c'est de concevoir et de proposer une plateforme de simulation moléculaire en ligne. C'est l'objectif final de MS4All, et où on verra tout à l'heure dans le parcours utilisateur comment vous allez pouvoir finalement définir les taux de dégradabilité de substances que vous aurez envisagées, éventuellement conçues de votre côté. On peut évidemment aussi participer à la conception par ces méthodes numériques de nouveaux polymères en l'occurrence. Alors, on va travailler donc sur la conception de cette plateforme qui vous sera accessible en ligne, mais on peut également aussi travailler en mode d'ingénierie conseil. Vous voyez qu'on essaie de faire un parallèle entre nos deux approches quasi parfaites. Et là, on fera de la conception numérique de nouveaux matériaux et aussi dans le domaine environnemental, en particulier dans les traitements de l'eau. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'effectivement, on n'est pas uniquement focalisé sur l'environnement, mais aussi sur le design de nouveaux matériaux, ce qui peut également être intéressant pour les polymères, et de faire la synthèse simultanée entre la conception du matériau et sa dégradabilité au sens de la norme. Alors, qu'est-ce qui est proposé pour ce faire? C'est un logiciel à venir en mode SaaS qui sera sur le web, et on est en mode de phase alpha en ce moment, et qui sera accessible sur abonnement. Ça veut dire qu'il y a une plateforme web qui est disponible, et puis vous vous connectez dessus, vous avez un abonnement et vous allez payer à l'usage. Et par ailleurs, on peut envisager aussi, selon les discussions qu'on peut avoir avec vous, d'avoir un logiciel en mode SaaS, mais privé, c'est-à-dire qui ne sera accessible à vous et qui aura été conçu spécialement pour vos besoins. Voilà. Donc, une rapide, en parallèle à nouveau,
présentation des technologies. Donc, qu'est-ce qu'un test de biodégradabilité? On va peut-être débuter à rappeler, puisqu'on ne l'a pas fait, qu'est-ce que la biodégradabilité? Donc, la biodégradabilité, c'est la capacité de bactéries à dégrader des matières organiques. Et ça se fait en parallèle d'une consommation d'oxygène pour aboutir jusqu'à minéralisation en fait, de ce composé organique, c'est-à-dire dégagement de CO2, production de minéraux, donc du fait de la minéralisation, et développement de biomasse microbienne, puisqu'il faut bien se rappeler, et ça c'est un mécanisme assez simple, des bactéries vont s'attaquer à des molécules avec un seul but, en fait, le but de se développer, de développer leur biomasse microbienne. Donc, en parallèle, on va présenter 2 laboratoires. Alors, je débute par le laboratoire expérimental sous un dispositif qui est le dispositif OCDE 301F. D'ores et déjà, quand on est en laboratoire, on va suivre en fait des normes où on va également être sous des compartiments spécifiques. Compartiments, ça veut dire quoi? Compartiments environnementaux. On va utiliser un test qui va représenter un système eau de surface, eau de mer, sol, mais on peut également, le compartiment ou la norme peut également mimer une station d'épuration, un digesteur de station d'épuration ou sous d'autres technologies que celle qui est présentée sur cette photo, un bioprocédé de compostage. Donc, les conditions d'essai font partie du laboratoire expérimental et sont guidées par des normes et des directives analytiques. Ensuite, dans le flacon, vous allez avoir l'échantillon d'essai. Vous donnez et vous avez un échantillon pour essai, ça va être le seul substrat qui va être mis dans le test de biodégradabilité afin d'en évaluer la biodégradabilité et qu'elle soit bien spécifique à cet échantillon. L'inoculum va dépendre justement du compartiment que vous voulez mimer et sera encadré par la norme sous les conditions de prélèvement de cet inoculum et de préparation. Alors pour moi, inoculum, c'est une évidence de ce que c'est. Ça veut dire des bactéries ou un consortium bactérien fongique, donc avec des champignons, qui peuvent être soit un prélèvement, comme je le disais, sur une station d'épuration, soit un prélèvement en milieu naturel. Ensuite, on va avoir un milieu minéral, donc toujours se rappeler, sous un laboratoire expérimental, sous un test de biodégradabilité, en fait, on a besoin déjà de l'élément eau. Les bactéries vont dégrader les substances sous un milieu aqueux. Donc ça, c'est un point à souligner. Et le milieu minéral qui est donné dans un test de biodégradabilité va apporter en fait l'ensemble des oligo-éléments et éléments majeurs qui vont faire en fait que la biodégradabilité de la substance ne sera pas limitée du fait qu'il n'y ait pas ces éléments-là. Donc, en fait, on donne la pleine disposition aux bactéries, à l'inoculum, de dégrader l'échantillon en ayant les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Ensuite, on va suivre un paramètre. Donc, je vous ai dit, la biodégradabilité d'une substance, finalement, elle est corrélée à une consommation d'oxygène. Les bactéries consomment en conditions aérobie la substance et cet oxygène pour produire du CO2 et de la biomasse microbienne. Donc là, dans le cas du dispositif qui est présenté, on va mesurer tout simplement la consommation d'oxygène pour avoir une indication de biodégradabilité, et ça dans le temps, pendant 28 jours. Alors, dernier point de précision, souvent les normes et les directives vont préciser des critères de validité de l'essai de biodégradabilité. Donc là, je précise que pour un OCDE 300F qui est la biodégradabilité facile, il va y avoir une exigence d'atteindre un niveau de biodégradabilité, 60%, sous un patent donné, alors selon les substances, mais dans le respect, on va dire, d'une fenêtre des 10 jours. Retenez juste que 2 grandeurs caractérisent la biodégradabilité, le taux de biodégradabilité, mais sa cinétique est très importante et encadrée dans les conditions expérimentales. Il y a également des contrôles. À cela, on peut ajouter du support analytique, donc soit de la caractérisation physico-chimique de ce qui reste dans le flacon, soit également de l'étude, par exemple, des bactéries ou des consortiums inoculums pour voir leur évolution en fonction de la dégradation de la matière ou d'une éventuelle toxicité. Et je passe la main au laboratoire numérique. Alors,
ce qu'on va avoir à faire numériquement, c'est en fait de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du flacon que montre Nathalie, et bien de discuter Nathalie avec sa composition et de se dire comment aux échelles moléculaires on va pouvoir traduire cette composition de ce milieu qui va servir à étudier la biodégradabilité. Et donc là, on fait un zoom sur l'intérieur et puis on fabrique ce qu'on appelle une boîte de simulation dans laquelle on va introduire plusieurs choses. Ce sont les conditions d'essai, température, composition et puis comment on va modéliser l'inoculum. Alors, l'inoculum, c'est le micro-organisme. Hein, pour faire très court, je simplifie encore plus ce qu'a dit Nathalie. Évidemment, déjà, un micro-organisme ou une bactérie, ça commence à être gros et on n'est plus vraiment aux échelles moléculaires, mais qui sont jusqu'au micron, mais on est un petit peu au-delà. Et donc, dans ce cas-là, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui est efficace dans la dégradation? Quelle partie du microbe ou de la bactérie va être important dans le travail. Donc là, par exemple, sur cette boîte de simulation, on a introduit une enzyme et puis des fragments, des monomères de polymères. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a mis en présence toutes ces espèces moléculaires. C'est là où on va faire de la simulation moléculaire, c'est-à-dire qu'on va résoudre des équations qui vont régir l'interaction entre toutes ces espèces sur un ordinateur plus ou moins gros selon la taille du système et aussi de la statistique que l'on veut faire parce que dès qu'on a des très grands systèmes, on a plusieurs possibilités de réactivité, il ne faut pas en rater. Ce qui va être intéressant sur cette boîte de simulation, c'est qu'au cours du temps, on pourra voir l'évolution de la dégradation de ces polymères qu'on aura choisis et pouvoir déterminer justement, calculer également ce qu'on peut mesurer dans le monde réel à côté, c'est-à-dire la disparition de O2 s'il y a de l'oxygène dissous, la synthèse de CO2, mais aussi tous les produits intermédiaires. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut biodégrader des matériaux et surtout, on veut savoir si ce matériau était toxique ou pas au départ, mais il a cette obligation dans le cadre des questions de durabilité et de REACH de connaître son avenir. Et il est important de savoir si ce qui va être produit, la biomasse microbienne, comme le disait Nathalie, elle aussi est composée d'éléments qui peuvent être toxiques. Et là, en quelques heures, quelques dizaines d'heures, on pourra le savoir. Alors ça va nous mener à la suite où combien de temps prend tout ça? Donc, on voulait vous présenter en fait à travers cette diapo quel est un peu votre schéma, vous permettre de vous orienter. Donc, dans le cas d'un test expérimental, finalement, c'est très simple, hein, c'est exactement comme tout laboratoire. Il va y avoir une première phase qui est particulièrement pour les polymères, on va dire, vraisemblablement, le laboratoire de biodégradabilité qui va être en charge de votre analyse aura intérêt à mieux comprendre quelle est la particularité de votre polymère. Donc, il va y avoir des questions. Est-ce qu'il y a des impuretés? Est-ce qu'il a une forme précise? Est-ce que, voilà, différentes informations qui vont pouvoir renseigner d'ores et déjà potentiellement la méthodologie qui va être mise en place, mais surtout la caractérisation du polymère qu'on va mettre en œuvre en amont du test de biodégradabilité et l'exactitude, la manipulation, la préparation qu'on va avoir de cet échantillon spécifique pour effectuer le test de biodégradabilité. Alors souvent, le test de biodégradabilité, le cœur, on ne parle que de ça, mais je dirais, et au sein de Scanae, on estime que 50% de la caractérisation et de la manipulation en amont, et ça peut être plus fort si la préparation n'est pas bonne, va jouer sur la qualité de l'essai de biodégradabilité. Ensuite, vous obtenez tout simplement alors j'ai pas mis tout un rapport, hein, mais une cinétique de biodégradabilité, ici de 0 à 28 jours. Les polymères, on peut avoir une extension jusqu'à 60 jours. Et qui vont présenter finalement la biodégradabilité au cours du temps
donc à travers le suivi d'un paramètre. Donc dans le cas de l'OCDE 300F, la consommation d'oxygène. Et du coup, ça en parallèle d'une molécule référence, par exemple l'acétate, qui est la courbe en bleu sur cet exemple. Alors côté simulation moléculaire, le parcours client-utilisateur sera d'abord de se connecter à la plateforme et de choisir son cas d'usage. L'idée et ces cas d'usage seront co-construits pour une partie d'entre eux sur des questions spécifiques que vous pouvez vous poser et qu'on implémentera dedans. Et donc, on va se connecter, on va choisir le cas d'usage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était aussi dans le virtual, dans le design virtuel de matériaux. Ben, on peut choisir ça pour construire un nouveau matériau. On peut aller aussi dans la partie dégradation et on va pouvoir choisir, par exemple, biodégradation, choisir son enzyme. Et donc là, on a une nécessité d'avoir des bases de données qui sont derrière où vous allez pouvoir sélectionner vos agents actifs pour la biodégradation ou éventuellement pour la dégradation par d'autres voies que la biodégradabilité. Donc ça a commencé par activer et construire une base de données qui comprend plus de 100 000 micropolluants, qui correspond aux questions qu'on se posait dans le début du webinaire. Et après le choix de la molécule à traiter ou du polymère à traiter, on va lancer les calculs, on va monitorer ce calcul, savoir où il en est, regarder des étapes intermédiaires, l'arrêter si on le veut pour modifier les conditions. Alors l'idée, c'est que ce soit relativement simple, c'est-à-dire que dans le mode le plus simple, je dirais, seront intégrés directement des procédés qui auront été, pour une part, qui sont déjà des procédés connus, donc qui sont intégrés, et des procédés qui correspondent à vos cas d'usage et aux questions que vous vous posez. Et à ce moment-là, ça reste complètement transparent, même si c'est une boîte noire, et où vous allez avoir à la fin du calcul un certain nombre de résultats, la visualisation en particulier de ce qui s'est passé au cours du temps et surtout le bilan des espèces qui ont été produites, des sous-produits de la dégradation et de l'évolution au cours du temps de ces espèces, les taux de dégradation, etc. Et tout ça sera fourni par l'automatisation d'un rapport que vous aurez après. Évidemment, toutes les discussions avec l'équipe scientifique qu'il y a derrière ce logiciel seront possibles à la fois pour la construction du cas d'usage et aussi pour discuter des interprétations pertinentes. Donc ça ressemble quand même beaucoup. Hein, l'idée est un peu la même. Hein. On a cette façon de faire expérimentale où on a un flacon avec une composition donnée, on la transcrit à l'échelle de la réactivité pour obtenir des informations sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on obtient à la fin sur tous les plans, c'est-à-dire une analyse complète de la dégradation, de la biodégradation de la substance qu'on a choisie. Alors après, vous pouvez vous interroger, oui, mais ces technologies, en fait, sont-elles fiables? Donc moi, je vais vous présenter particulièrement une analyse. Alors j'ai déjà débuté. Il existe, comme je vous l'ai dit, énormément de normes en fait de biodégradabilité. Par contre, s'il y en a une à retenir, c'est l'OCDE 301. Pourquoi l'OCDE 301? Et je dirais même l'OCDE 301F et l'OCDE 301B, mais je me focaliserai sur l'OCDE 301F. Alors pourquoi cette norme? Finalement, parce que c'est la porte d'entrée réglementaire. Okay, en 1962, aux États-Unis, il y a eu un livre qui est paru de Rachel Carson. Et pour le coup, ce livre a donné lieu aux réglementations réglementaires qui ont porté sur l'obligation en fait d'évaluer l'impact des substances chimiques sur l'environnement et sur la santé humaine. Et c'est là qu'a débuté les différentes réglementations. Alors, vous entendez parler de REACH, par exemple, mais ce REACH va se déployer dans le monde. Et quelque part, la porte d'entrée de REACH, c'est l'OCDE 301. Alors, pourquoi l'OCDE 301?
Parce que l'OCDE 301, c'est une méthode dite sévère. Donc, à la fois, vous entendez, c'est une méthode internationale qui est appliquée et qui est analyse de référence des institutions en Europe comme à l'étranger. Et pourquoi? Parce que cette analyse est sévère. Au titre de sévère, ça veut dire que, on va dire que l'essai, au titre de son rapport inoculum, donc bactérie versus substance, va être sous des conditions difficiles qui permet à la réglementation finalement de se dire, OK, si la substance est valide, alors je ne prends pas de risque à ce que cette substance soit librement utilisée sur les marchés quant à son impact sur l'environnement et sur la santé globale. Et à ce titre, l'OCDE 301, donc la biodégradabilité facile, est dite comme un indicateur de dégradation rapide et définitive, représentatif de la plupart des environnements. Donc ces résultats positifs, en tout cas d'un point de vue réglementaire, sont non contestables. Donc en gros, c'est l'ouverture de marché dès lors que vous avez un test positif de biodégradabilité facile. L'autre point qui est intéressant à l'OCDE 301F, c'est le fait qu'elle puisse s'appliquer en fait à un grand nombre de substances. Votre substance est soluble ou ne l'est pas, peu soluble, elle est volatile ou non, elle va s'absorber ou non. Dans tous les cas, en fait, en vous intéressant à la consommation d'oxygène, il n'y aura pas en fait de biais associé à la physico-chimie de votre substance. En gros, l'oxygène et la consommation, le suivi en fait de gaz associés à la respiration et à l'activité de dégradation par les bactéries de la substance ne sera pas faussé du fait que, par exemple, la substance puisse s'absorber sur les parois de l'essai. Et puis, c'est une méthode fiable au titre que l'OCDE 300F, quand on le met en œuvre, en fait, on va lancer l'essai et ensuite, c'est un essai batch. On ne le touche pas. L'ensemble des relevés de consommation d'oxygène s'effectue en fait à distance. Et à ce titre, on ne touche pas au dispositif pendant les 28 jours d'essai. Donc finalement, on limite d'éventuels risques de biais. Et donc du coup, on renforce la reproductibilité des résultats également. Alors, l'historique et puis finalement la fiabilité et la robustesse des simulations numériques aux échelles moléculaires, c'est une affaire quand même assez ancienne du point de vue des principes et qui a au cours du temps, ça a pu être rendu robuste et le premier bénéficiaire de cette robustesse, c'est l'industrie pharmaceutique et la cosmétologie qui, elle, depuis très longtemps, utilise ces techniques. Alors, pour l'environnement, c'est moins fréquent, c'est très peu utilisé et c'est l'idée justement de la société MS4All de le mettre en place. Et en fait, l'idée, quelque part, en faisant ces simulations aux échelles moléculaires, c'est quand même de tenir compte des conditions réelles. On est capable de le faire avec des boîtes de simulation qui sont bien pensées, avec des tailles qui permettent de rester dans des temps de calcul et donc de restitution des résultats qui sont extrêmement compétitifs. Nathalie vient de vous parler de tests qui durent 28 jours, qui peuvent aller jusqu'à 60. On est largement en dessous de ces temps-là et donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle, c'était écrit tout à l'heure, du criblage finalement numérique pour prédire les sous-produits possibles. Alors, je vous disais que tout ça est quand même relativement bien solide. Les méthodologies ont été confrontées avec des résultats expérimentaux, débattus dans des conférences internationales et publiés dans des revues de référence. Donc, il y a sur la méthodologie et sur les résultats, sur les contenus, sur les besoins, il y a effectivement une robustesse bien établie. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on s'intéresse aux matériaux et en fait, ça a été établi sur beaucoup de domaines d'application, validé, comme je le disais, sur la cosméto, sur les nouvelles molécules en cosméto et en pharmacie. Et on travaille là-dessus. Il y a eu comment dire, des étapes clés au milieu des années 2010, je dirais. Donc, c'est assez récent, en introduisant explicitement la réactivité dans ces calculs et donc dans ces simulations numériques, ce qui a permis grandement d'accélérer
d'accélérer les calculs et de pouvoir vérifier auprès des résultats expérimentaux. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est que si on est capable d'aller très vite, on est capable de traiter un grand nombre de situations et également de molécules simultanément et d'avoir donc un très grand nombre de données. On vous a parlé de 100 000 molécules polluantes. Traiter ça même par des simulations rapides à très haut débit et à haute cadence ne permet pas de traiter 100 000 molécules très rapidement, enfin dans des temps, toutes les molécules, hein, et surtout, ce qui est important, c'est traiter les molécules qui vous intéressent. Mais on va pouvoir néanmoins, avec cette très grand nombre de données, de pouvoir constituer une base de données pertinente pour faire de l'apprentissage. Et donc, petit à petit, cette logique de simulation moléculaire directe pourra dériver sur, quand on a suffisamment de données, vers une prédiction par IA qui, elle, pourra devenir temps réel. Alors, à présent, on va illustrer à travers des exemples, en fait, pour les deux technologies. Donc, même si j'ai fait vraiment une porte d'entrée au CDE 301 au titre de référence réglementaire et internationale, bien entendu, comme j'ai pu vous le préciser, il y a un grand nombre de normes et de référentiels aujourd'hui à l'échelle mondiale pour représenter chacun des environnements naturels, eau douce, eau de mer, sol, tel que vous pouvez le voir. En air, on est plus sur de la dégradabilité que vraiment de la biodégradabilité, même si il peut en avoir, et également sous des essais qui sont représentatifs des bioprocédés. Donc, comme précisé, en station d'épuration, vous avez là un bassin d'aération aérobie, donc en conditions oxygénées. Et en deuxième photo sur la deuxième ligne, un digesteur, donc sous conditions anaérobie, donc en absence d'oxygène. Et puis, les composteurs domestiques et composteurs industriels. Alors, l'avantage de l'ensemble de ces normes, finalement, et de l'OCDE 301, c'est qu'elles s'appliquent aux différentes substances, à l'ensemble des substances qui ont pu être présentées précédemment, polymères, UVCB, monosubstances, comme on a pu le voir, et à de nombreux domaines d'application, qui puissent être les cosmétiques, la détergence, aujourd'hui le secteur pharmaceutique, l'agrochimie. Donc, on va avoir finalement un grand nombre de substances et d'applications, donc je vous disais approche substance, approche marché, qui vont pouvoir être évaluées. Alors, prioritairement, la réglementation précise que la biodégradabilité cible l'évaluation des substances. Au sein de Scanae, on évalue également les produits. La différenciation qu'il va y avoir, on va dire, entre les deux typologies d'analyse, c'est que l'interprétation du résultat devrait être plus précautionneux, on va dire, du fait d'avoir un mélange complexe dans un produit fini, qu'il soit un polymère, un matériau ou qu'il soit une formulation. Finalement, comme vous le voyez, les inoculums peuvent être très variés. Scanae travaille autant sur du prélèvement de stations d'épuration, donc des bactéries issues du bassin d'aération que vous pouvez voir en photo, que sur des eaux de surface, eau de mer, et également des suspensions de sol. Alors, concernant les environnements qu'on va pouvoir inclure dans les simulations moléculaires, évidemment, on ne va pas mettre un composteur comme celui qu'on voit sur la photo. Par contre, effectivement, les molécules dans l'air, on pourra effectivement directement les adresser. Dans l'eau, on pourra directement le faire. Dans le sol, on va plutôt être pertinent sur le transport réactif des substances. Alors, on s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle les polluants émergents. Il y en a un que vous connaissez bien par la presse actuellement, ce sont les PFAS. Il y a également les phytosanitaires, ce qui présente aussi un intérêt particulier, ce sont les résidus médicamenteux. Et puis, on a les polluants de l'industrie chimique traditionnelle, comme les PCB, par exemple, qui peuvent être traités, qu'ils soient dans l'eau ou pas dans l'eau. Il y a plusieurs stratégies pour le faire.
Alors, on a 118 000, on fait plus de 100 000, je vous disais, molécules qui sont répertoriées, qu'on a récupéré des bases de données internationales. Et à partir de ça, on peut commencer à en traiter. On a regardé, par exemple, un des PFAS qui est le plus répertorié. Hein, parmi ceux il rentre à peu près pas dans les 500, mais ceux d'avant. Donc, l'acide perfluorooctanoïque, hein, qui peut être détruit, par exemple, là c'est un exemple, par un radical hydroxyle qu'on peut produire éventuellement dans l'eau. Et donc on va être capable, là, comme je vous le disais tout à l'heure, de remonter à l'histoire de la dégradation du polluant et comment les sous-produits eux-mêmes vont évoluer et éventuellement disparaître au cours du processus. Donc ça c'est intéressant. En particulier, donc et ça dans les différents environnements qu'on va avoir besoin, qu'on va pouvoir modéliser. On peut tenir compte dans ces simulations du pH de la solution. Donc ça va être un grand vecteur pour s'approcher du réel. Il y a un petit pas de temps de réaction. Donc, à présent, un petit focus sur la biodégradation des polymères. Donc là, j'ai illustré, par exemple, à travers différents polymères, quelles pouvaient être différentes cinétiques, avec une première phase qu'on dit phase de latence. Donc une phase où vous voyez finalement que la cinétique et la biodégradabilité est à plat pour ensuite s'engager. Donc on voit déjà, ne serait-ce qu'en fonction des complexités et des typologies de chimie, qu'on va avoir des cinétiques différentes en fonction des différents polymères. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport aux polymères, c'est le fait que sous OCDE 301 et sous différentes réglementations, on a parlé de REACH, c'est aussi l'évaluation de la persistance, PBT, PMT. On va avoir une autorisation à pouvoir étendre les essais. D'accord ? Un test classique de biodégradabilité va être de 28 jours. Au regard de la complexité des structures des polymères, la réglementation, en Europe comme à l'étranger, permet en fait d'étendre le test de biodégradabilité à 60 jours. C'est une chance offerte, on va dire, parce qu'on mesure que ne serait-ce que par exemple, la masse moléculaire, on va avoir un pas de temps cinétique beaucoup plus lent que pour d'autres molécules de type monosubstance et plus petites. De même titre, l'analyse de la biodégradabilité des polymères ne va pas se faire seulement sur le polymère en propre. Il va être d'intérêt de l'appliquer aux monomères quand on ne dispose pas d'informations quant à leur biodégradabilité, aux substances résiduelles et réactifs résiduels, et également il est vraiment d'intérêt quand on aborde la problématique des polymères d'évaluer les additifs quant à leur impact de toxicité ou de biodégradabilité. Donc le polymère est d'ores et déjà une formulation à lui seul qui peut être complexe, qu'il soit intégré dans des formules, on va dire, liquides, tels que de la détergence ou des produits cosmétiques, ou qu'il soit de l'ordre d'un matériau. Ensuite, ce qui est vraiment d'intérêt dans le cas des polymères, c'est ce que j'ai un peu illustré, c'est de pouvoir aujourd'hui monter en compétence dans la compréhension de la dégradation des polymères. Aujourd'hui, pour associer une fonctionnalité précise à un polymère et les enjeux d'exigence de biodégradabilité et de non-écotoxicité, clairement, on doit tous monter en compréhension pour chacune des chimies et monter en compétence quant à les déroulements et les mécanismes de biodégradabilité. Et pour ça, le support analytique peut être d'intérêt. Support analytique, ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours du temps ou à la fin d'essai, pouvoir avoir un fractionnement de taille, pouvoir avoir une caractérisation de la chimie, pouvoir avoir une évaluation de qu'est devenu finalement les différentes espèces bactériennes initialement présentes et est-ce qu'elles ont évolué au titre de biomasse totale ou au titre de composition, de constitution de biomasse bactérienne au cours de l'essai. Alors sur la version aux échelles moléculaires, là par exemple, je vous montre l'évolution de la dégradation d'un PEG 414
400, on l'appelle plus généralement. Donc, on est quand même 100 fois plus léger que celui qui est traité par Nathalie. Mais après, c'est qu'une question de taille de boîte, finalement, et donc de temps de calcul. Par exemple, pour arriver à ce taux de dégradation de 20% à peu près comme on a là, on a mis quelques dizaines d'heures par rapport au temps qu'il faut pour l'expérience sur la gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le type de produit qui arrive et on peut surveiller la minéralisation qui a démarré. Hein, dans ce cas-là, c'est la courbe verte. Ce qu'on peut obtenir et qui est présenté sur le graphe juste en dessous, c'est ce qu'on appelle le spectre de masse. En fait, on est capable d'identifier les molécules et dans les études de dégradation, par des procédés chimiques, on va essayer d'identifier les produits par la captation, par la détection de la masse. Alors nous, on a essayé de faire un petit utilitaire qui, comme on détermine les molécules, les fragments, on va pouvoir les convertir en masse et essayer de voir à quoi ça correspond pour une technique de mesure, et ça peut se comparer directement ou ça peut prédire ce qu'on peut voir. Donc là, ce qu'on peut voir en particulier, c'est que cette mélarisation avec la production de CO2 a démarré dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour illustrer comment on peut faire. Après, on va pouvoir continuer ce type de calcul et pour arriver jusqu'au taux de minéralisation le plus large possible, s'il existe. Voilà, et donc ce sera l'intérêt, ce sera de dire, est-ce qu'effectivement on y arrivera avec ce type d'enzyme ou ce type de micro-organisme. Alors, on arrive à un point où on peut se dire, mais finalement, ce qui était peut-être le début de votre interrogation en voyant notre webinaire, pourquoi un webinaire en parallèle de deux technologies qu'on pourrait imaginer concurrentes ou envisager concurrentes, et pour le coup, qui fassent l'association de ce polymère MS4All et Scanae, donc une approche numérique versus une approche laboratoire. On l'a très bien illustré avec Pascal, vous avez entendu. Les réglementations s'accélèrent, le nombre de molécules non évaluées est quand même considérable. Et est-ce qu'on peut imaginer que juste l'expérimental va répondre à l'ensemble de ces enjeux sous un délai raisonnable pour l'enjeu environnemental, l'enjeu santé et on va dire l'enjeu scientifique? On en a un doute, en fait. On a clairement un doute. Donc, l'idée est de combiner, en fait, les technologies, laboratoire et numérique, et que ces technologies et ces approches soient fiables. D'accord? Donc, en soi, l'idée est très claire. L'approche expérimentale permet de vérifier, d'adapter, de valider la qualité de modèles numériques, de modèles computationnels. Quelque part, le modèle numérique fait gagner du temps. On le voit bien, Pascal l'a illustré, hein, toujours avec les patents. Oui, quelques heures par rapport à un test qui met plusieurs jours. Mais quelque part, le test lui-même numérique va avoir besoin de tests expérimentaux, peut-être réduits, mais par contre, pour prendre en masse et pouvoir développer des modèles fiables qui répondront finalement à une approche numérique. Et ensuite, quel est l'intérêt en fait des simulations numériques pour une approche expérimentale? On fait un essai expérimental, on va avoir finalement un résultat de biodégradabilité et on va donner un support analytique. L'essai numérique peut clairement nous permettre de mieux cibler quelles vont être les molécules qu'on va suivre et qu'on va analyser chimiquement dans notre flacon plutôt que de partir un peu dans un panel possible et tout imaginable de caractérisation. On va pouvoir cibler une caractérisation, je dirais, fiable de molécules pour pouvoir orienter et avoir une meilleure compréhension également des mécanismes. Donc, vous l'aurez compris d'ores et déjà, sur cette première diapo, en fait, on voit une vraie complémentarité pour les méthodes. La méthode expérimentale, il y aura des groupements qui seront faits par typologie de molécules et ça, les méthodologies numériques permettront d'y répondre. Et d'un autre côté, les méthodologies numériques ne peuvent être valides et exactes que sur le support d'un minimum de données expérimentales.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de simuler le devenir des substances et des matériaux. Et comme l'a dit Nathalie, la complémentarité est évidente. Les deux approches se nourrissent l'une de l'autre. Hein. C'est exactement ce que vous avez sur cette petite représentation schématique. Le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on veut étudier et comment on va le faire pour les deux et arriver au résultat qui se confortent. Et l'avantage, c'est que on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui va aller dans l'environnement. Et ces deux approches vont pouvoir également traiter un grand nombre d'environnements différents. Alors, on a rajouté aussi les bioprécédés, puisqu'on peut regarder qu'est-ce qui va se passer dans des systèmes bien contrôlés, industriels, et également de prédire. Tout à l'heure, je faisais allusion au tout début à un mot qui s'appelle jumeaux numériques. En fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ces simulations numériques à côté et en complémentarité de l'expérience, c'est d'amener des briques de compréhension qui vont être inclus dans ces jumeaux numériques globaux qui traitent soit du procédé complet, soit éventuellement de l'installation avec des multi-agents IA. Donc ça, c'est un travail dans lequel on va se placer en amont et on va nourrir ces stations virtuelles, si je puis dire, qui seront des outils d'aide à la décision, finalement, pour interpréter tous ces résultats et surtout qu'en faire. Qu'en faire du point de vue de la stratégie de conception de nouveaux matériaux qui devront obéir à la réglementation. Et puis aussi, si j'ai conçu un matériau, qu'est-ce que je produis quand il se dégrade dans l'environnement? Peut-être que faire aussi si je dois évaluer la performance d'une station d'épuration, si je dois mettre une forme de responsabilité sur le metteur de marché, comment je l'évalue, comment je le fais en fait au regard de ces résultats. Donc finalement, un troisième exemple de complémentarité, on a vu beaucoup des évaluations post-conception, conception de substances, conception de produits, quant à leur impact sur l'environnement. Et si on imaginait que ces technologies puissent être mises au service de l'éco-formulation, de l'éco-design. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui ne créent plus de formules ou de matériaux sans avoir préévalué leur impact sur l'environnement, puisqu'ils savent qu'à terme, il y aura un verrou ou une éventuelle restriction ou même non-accès au marché. Donc l'idée, c'est de se dire sous ce schéma, c'est comment on soutient l'éco-design avec une définition initiale d'un cahier des charges, formules, matériaux au regard de performance, de revendication. Comment on aborde en fait sur la base de ce cahier des charges une approche numérique qui va intégrer à la fois une approche de simulation moléculaire et qui puisse être amplifiée sous une approche de machine learning, en fait, sous des modèles un peu plus d'intelligence artificielle, regarder et vérifier sous des critères encadrés qui pourront soit être à nouveau numériques et qui pourraient, dans le cas où ils seraient numériques, finalement revenir dans le cas d'une non-conformité de critères à une redéfinition en fait d'éco-conception, ou alors basculer du coup en mode de production sur des candidats identifiés comme pertinents quant aux critères de performance et environnementaux pour aboutir à la production en fait de ces matériaux et formules et à leur vérification expérimentale pour aboutir in fine à une mise sur le marché qui puisse être le moins risqué possible au regard des investissements qui étaient ceux de conception et de développement. Donc, si je reprends un peu en résumé, les approches expérimentales et numériques s'inscrivent véritablement aujourd'hui en amont de formulation et de conception sous une approche de stratégie d'éco-conception et que quelque part, à nouveau, il y aura une contre-vérification expérimentale pour augmenter la véracité d'un modèle numérique. Et donc, on voit à nouveau que la conjugaison en fait, des deux technologies amplifie véritablement le potentiel d'approche prédictive.
Voilà, donc nous espérons avec tous les deux, Nathalie et moi-même, qu'on a pu vous convaincre de la pertinence d'une approche mixte entre laboratoire et simulation, et en particulier moléculaire, et au-delà de convaincre, de vous avoir montré un peu la convergence des deux méthodes pour arriver, comme le disait juste à l'instant Nathalie, à un produit sûr quelque part qui ne va pas être pris à terme dans des contraintes restrictives, de restriction d'usage ou même de fabrication. Voilà, nous vous remercions de votre attention et nous répondrons à toutes vos questions. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas pour les questions, si vous souhaitez, à les écrire dans le chat, pour qu'on puisse un peu échanger. Ou même parfois aussi, peut-être lever la main pour ouvrir le micro. Je peux aussi vous donner la main pour parler si vous le souhaitez. Je peux faire les deux biais. Peut-être en attendant que les gens se manifestent, j'ai une petite question pour vous deux. Comment est pris en compte, ou est-ce que c'est possible de prendre en compte la taille d'un échantillon, que ça soit sur un test de biodégradabilité numérique ou en laboratoire? Parce que, enfin, de ma conception, peut-être c'est moi qui ai une fausse conception, mais entre si on met dans la nature quelque chose qui a fait 10 centimètres ou qui fait 1 centimètre, on n'aura pas forcément la même dégradabilité. Est-ce que c'est Alors, bah, possible de prendre en compte ces choses-là? ouais, je peux débuter. C'est vraiment intelligent. Enfin, c'est une question vraiment pertinente. Euh, alors, au titre expérimental, effectivement, d'ores et déjà, bah, on va distinguer la substance du matériau ou de la formule. Donc, l'approche réglementaire va être sous un format en fait substance, et ensuite, en fonction des formules ou la taille du matériau, ça va être une sorte d'additivité en fait de danger, donc d'additivité de biodégradabilité ou de non biodégradabilité. À titre expérimental, dans les essais, on est effectivement sur des essais où on ne peut pas, en tout cas pour ceux que j'ai présentés, on ne peut pas prendre en compte en fait une taille de matériau trop importante puisque l'essai ne peut pas le supporter. Et quand on passe en gros sur une taille de matériau plus importante, alors c'est pour cela que la réglementation oriente vers des tests de compostabilité, où là les tailles peuvent être plus importantes. Si on répond aux encadrements, on va dire, de directives analytiques, on va clairement, sous test de compostabilité, avoir à nouveau un encadrement d'une certaine taille d'essai, mais on peut tout à fait dévier à titre expérimental et R&D, on peut tout à fait dévier de la biodégradabilité finalement et des encadrements de normes et expérimentaux qui sont indiqués dans les méthodologies pour pouvoir faire une approche à façon. Ensuite, il y a un point qui est quand même important, c'est que sur un critère de biodégradabilité, finalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir différentes typologies d'attaques. Et là, je pense que Pascal pourra très bien pouvoir répondre à cette question-là. Mais il faut se rappeler que tout de même, la constitution même de certains matériaux va avoir son impact. Donc, l'évaluation à la petite échelle a sa pertinence, puisqu'à terme, quand le matériau, par exemple, va se dégrader, il redeviendra à une petite échelle, puisque la notion de biodégradabilité est une notion de fractionnement. Donc, d'ores et déjà, ça, c'est un point important aussi quand on conçoit un matériau, c'est de se dire, de bien regarder avant même de se lancer dans la conception du matériau, c'est de bien s'interroger aux réactifs et à leur propre qualité de biodégradabilité. S'il y a synthèse et transformation, alors là, les cartes seront redistribuées. Mais dans tous les cas, c'est une information qui est de qualité. Et puis, je laisse parler Pascal pour cette notion de taille. Oui, bah, bien évidemment, si on met un pneu, je ne sais pas, exposé à l'environnement pendant des années, effectivement, c'est pas ça qu'on va faire. Par contre, ce à quoi on va pouvoir s'intéresser, c'est quoi la composition d'un pneu, qu'est-ce qui est le plus fragile, comment ça va, on va pouvoir éventuellement avoir une approche très locale
et de voir comment cette approche locale va nourrir une vision beaucoup plus globale. Hein, et donc, on est dans des... C'est comme je disais tout à l'heure, on va apporter des briques élémentaires avec des données fiables pour alimenter des modèles d'ordre supérieur ou des visions d'ordre supérieur au niveau taille. La réduction d'échelle qu'on fait dans les simulations moléculaires, elle est vraiment pour appréhender la réactivité, qui est le mécanisme fondamental de la dégradation. Et l'idée qui est derrière, mais à l'instar de ce qui s'est fait dans la découverte de nouvelles molécules pharmaceutiques, hein, comme les anticancéreux et tout autre produit ou dans la cosméto, c'est du criblage moléculaire et on va trouver quelle est la bonne information qui va être la plus pertinente. Et en fait, c'est la mise en place de ces techniques, de cette technologie aux échelles moléculaires couplé à du haut débit qui est lié à l'algorithmique, mais aussi aux très grandes vitesses qu'on a des ordinateurs maintenant qui permet de le faire. Donc voilà, je pense que je disais aussi tout à l'heure qu'il y a un vrai échange pour définir le cas d'usage client. Et c'est dans ces discussions-là qu'on a une représentation pertinente aux échelles moléculaires du problème à traiter. Alors, il y a, dans le milieu des polymères, il y a des matériaux très complexes hein, qu'on appelle les composites. Et dans ces composites, évidemment, je ne vais pas vendre un composite aux échelles moléculaires. Ça n'a pas de sens. Par contre, les interfaces dans les composites aux échelles moléculaires, ça a du sens. Donc voilà une façon comment on peut traduire c'est quoi le problème, le vrai problème. Et comment on peut concevoir à partir de l'identification du vrai problème, avec les guillemets qui conviennent, en faire une traduction moléculaire et en quoi, effectivement, on peut s'attendre à ce que les données qui vont être produites vont être pertinentes pour apprécier la réponse à la question qui est posée. Et peut-être si je peux compléter, donc on a parlé beaucoup de biodégradabilité, mais à la fois les deux technologies, l'approche expérimentale ou l'approche numérique, répond très bien à la notion de dégradabilité. Donc Oui. au sens de l'attaque initiale du polymère. C'est-à-dire qu'il existe bien aujourd'hui des méthodologies expérimentales qui permettent de voir l'effet des UV, qui permettent de voir l'effet d'oxydation, qui permettent donc comme le dit Pascal, l'usage et l'application même du matériau va nous indiquer quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre, que ce soit d'un point de vue expérimental ou que ce soit d'un point de vue numérique. Merci Paul. Il y a des remarques et des questions dans le chat, je vais vous les lire. Une première question sur quels sont les écarts moyens entre une biodégradabilité expérimentale in vitro versus simulée numériquement. Alors, on n'a pas joué à ça encore. Voilà, on n'a pas encore joué à ça. C'est bien l'enjeu. C'est une question. C'est bien l'enjeu. C'est bien l'enjeu pour, on va dire, un ensemble de molécules. Et c'est bien l'enjeu, on va dire, avec Pascal, de se dire pour un groupement et pour un cas d'usage, comme le dit Pascal, quelle est la donnée nécessaire par rapport à l'objectif précis. Et puis, je vais laisser Pascal répondre puisque… Ça rejoint peut-être juste la deuxième question qui est un peu liée à la première. Quel type de molécules polymères donne les résultats numériques les plus fidèles? Ceux sur lesquels c'est plus robuste et… Alors, je vais essayer de répondre. En fait, pour l'instant, on a travaillé sur des monomères et de polluants émergents organiques. On n'a pas encore précisément, à part l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure pour illustrer le propos, la vraie question qu'on a pour avancer là-dessus, pour pouvoir pleinement répondre à la question, c'est d'avoir quels sont les bons enzymes, quelles sont les molécules d'intérêt actuellement pour pas travailler dans un système paramétrique avec une infinité de possibilités, mais vraiment de répondre à une question, à un besoin que vous pouvez avoir. En revanche, sur l'oxydation, sur les procédés d'oxydation avancée, tout ça a été validé sur les molécules dont je parle. Et puis, ça a aussi fait l'œuvre de publications où il y a des comparaisons expérience-simulation. Voilà.
Je continue avec d'autres questions. Est-il une limitation en termes de masse moléculaire sur les polymères que vous pouvez modéliser, sachant qu'à l'échelle atomistique, la puissance et le temps de calcul associés peuvent être rapidement très importants? Alors, oui, donc je parlais tout à l'heure du PEG 35 000, c'est ça. Donc, Ouais. j'ai fait juste un petit rapide calcul. Ça reste encore des choses qui sont faisables. On peut fabriquer un morceau de polymère avec ces monomères-là. Euh, En gros, la taille, pour faire des calculs raisonnables en dynamique, alors c'est de la dynamique moléculaire réactive pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la façon que les calculs soient les plus rapides. Donc, on est sur des temps de calcul à des échelles, je dirais, submicroniques, où on a des objets qui peuvent tenir. Donc en poids moléculaire, je ne sais pas, je n'arrive pas à faire le calcul de tête rapidement, mais sur des tailles typiques de 0,1 micron, on va rester dans des zones. Dès qu'on va dépasser le micron, ça commence à devenir compliqué. Encore une fois, la question c'est est-ce que j'ai besoin de tout le matériau ou est-ce que j'ai besoin que d'une partie du matériau? Question, avez-vous analysé la biomasse des différents milieux, steppe, compost, sol, eau, pour choisir les enzymes du laboratoire numérique? Alors, vous êtes en amont ou alors on a présenté ce webinaire vraiment en avance. Par contre, on voit que vous avez des idées. Très clairement, ça fait partie. Donc, nous, Scanae, on est engagé aujourd'hui pour, euh, on va dire, une meilleure connaissance de la biologie dans les différents environnements. Donc, et sous différentes conditions de biodégradabilité pour différentes substances. Donc, avec plaisir, j'espère que ça nourrira énormément justement les démarches numériques. Enfin, vous avez du coup très bien cerné, je dirais, l'objectif et l'approche. Aujourd'hui, il y a une claire obsolescence d'informations qui puissent être malléables et immédiatement converties. Sauf que pour répondre on va dire aux objectifs premiers réglementaires et économiques du secteur de la chimie, ces réponses, on doit les offrir rapidement. D'où ces échanges aussi avec Pascal. Donc oui, avec plaisir. Aujourd'hui, on se base sur tout simplement des chaînes métaboliques et des mécanismes métaboliques par rapport aux liaisons chimiques pour que Pascal puisse intégrer des enzymes d'intérêt en fonction de chimie mis dans le logiciel. Je laisse Pascal compléter ma réponse. Non, mais c'est exactement, hein, ce qu'on a pu développer tout au long de ce webinaire. C'est vraiment, c'est quoi le problème, comment je peux le traduire en simulation pertinente. Merci. Une question un peu plus longue, je vais essayer de la lire dans la globalité. Alors, je me demandais si la modélisation de la biodégradation était possible avec une approche numérique en tenant compte des interactions entre chaque molécule, s'il y a un mélange de différents composés, comme les composites, ça a déjà été un peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il est envisageable uniquement pour des composés purs ou il y a un certain nombre de composés à modéliser à chaque fois? Alors là aussi, c'est une question de taille de système, mais par exemple, dans la petite système que je vous ai montré, rien n'empêche de mélanger différentes monosubstances. Non, non, il n'y a pas la limite est vraiment la taille. Je parlais tout à l'heure des composites. Hein, si on a des fibres, je ne sais pas quoi, S6C d'un côté et puis de je ne sais pas quoi de l'autre côté, et qui font chacune 10 microns, évidemment qu'on ne va pas traiter l'ensemble. Par contre, on va pouvoir traiter l'interface hein, et de voir ce qui se passe. On pourra regarder également des problèmes de transport réactif s'ils existent dans ces interfaces ou entre ces fibres. Alors, pour le tout début de la question, le jeu, c'est justement de traiter les interactions moléculaires de chacun des composés. C'est exactement ça qui est le cœur des simulations moléculaires. Et je pense que là, il y a un énorme progrès. Par exemple, une des méthodes pour éliminer des polluants, c'est de faire de l'adsorption. Donc, on peut traiter l'adsorption sans tenir compte, c'est ce qui est fait couramment hein, en faisant de la chimie, des simulations moléculaires, sans tenir compte de la réactivité. On va faire un peu du stérique
finalement, et on va garder des molécules rigides ou qui vont vibrer un petit peu, et donc on va accélérer les temps de calcul, mais on va échapper à cette partie réactivité si elle existe. Quand elle n'existe pas, il ne faut pas s'embarrasser évidemment de modèles réactifs. Par contre, quand on veut dégrader chimiquement des molécules ou biochimiquement des molécules, je pense qu'on ne peut pas éviter l'introduction de réactivité. Mais ce que font les modèles dont on parle, c'est exactement ça, c'est de tenir compte des interactions moléculaires. Et je dirais, si je peux ajouter un point, c'est aussi l'enjeu expérimental. C'est-à-dire que d'expertise, je viens du secteur du déchet. C'est pour ça que sous mon laboratoire, je n'ai eu aucun frein à analyser des mélanges ou justement des mélanges complexes, des cocktails, on va dire, de substances chimiques. Alors que si j'avais eu un cerveau très réglementaire, je n'aurais jamais appliqué ce type de méthode expérimentale. Sauf que aujourd'hui, je pourrais l'illustrer si vous me contactez, mais aujourd'hui, on fait des travaux, par exemple, avec des acteurs de la chimie pour vérifier les interactions de ces mélanges et leur impact sur les taux de biodégradabilité. Puisque l'approche, souvent, c'est d'additionner au lieu de voir l'effet du mélange dans sa globalité. Et c'est un enjeu majeur, alors on l'a vu, numérique et puis d'intérêt au vu des questions, mais c'est un enjeu majeur de réponse expérimentale. C'est véritablement des enjeux aujourd'hui qui sont clés et qui vont faire l'objet de publications scientifiques sans nul doute. Donc, Scanae a d'ores et déjà différentes communications avec différents industriels à ce sujet et il faut monter en compétences dans ce domaine pour justement même ouvrir des portes. On pourrait se dire, bah oui, mais on va montrer un effet cocktail négatif. Non, mais on peut avoir aussi des effets de synergie ou des effets de stabilité. Donc, il faut pouvoir les identifier et l'aborder sous les deux technologies. Alors, juste pour terminer sur cette question-là, mais encore une fois, les interactions moléculaires telles qu'on peut les développer dans les simulations moléculaires, il n'y a que ça qui pourra, d'un point de vue numérique, mettre en évidence des effets de synergie. Ce n'est pas possible autrement. Ça, c'est clair. Ok, très bien, merci. Une autre question, avez-vous des données sur la relation entre biodégradabilité d'un matériau et sa durée de vie, la durabilité, dans son usage et notamment en fonction des conditions d'utilisation? C'est des choses qui commencent à voir le jour ou pas Alors, je pense que d'un point de vue, je pense que c'est accessible, à nouveau, toujours sur une approche qui va être une approche, en gros, de la cinétique même de chacun des constituants. Alors, on peut l'imaginer. On appelle ça souvent, on le nomme soit sous des méthodes qui peuvent être très simples in silico, soit sous des méthodes qui vont être plus complexes de l'ordre du numérique. Je distingue les deux. Il y en a une qui est maligne et qui intègre, on va dire, par proportion différentes cinétiques, mais qui ne sera pas représentative de ce qu'on a nommé, des interactions éventuelles entre les différents composants. Et puis, il y a des approches numériques et expérimentales qui vont vraisemblablement aller plus loin dans cette évaluation-là. Donc oui, aujourd'hui, je pense que c'est accessible. Pascal, tu connais peut-être mieux que moi ce sujet. Sur la partie numérique, je pense que, enfin, pour les simulations moléculaires, on n'en est pas encore là. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question, mais si c'est la question du vieillissement sous différents environnements, il y a en plus des tests normés qui doivent exister. Alors, je ne sais pas pour les polymères si ça existe, mais enfin, au moins, par exemple, ça existe pour les peintures. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est à ça qui est fait allusion, mais après, il y a des tests normés pour le vieillissement. Alors, c'est toujours on parle de durabilité dans différentes conditions. Je pense que c'est aussi ce qu'on appelait, j'allais dire autrefois, le vieillissement, quoi. Donc, Oui. peut-être il faut clarifier ce dont on parle là. Mais Je rejoins Pascal sur la notion, sur la notion de dégradation versus biodégradation. Et vraisemblablement aussi, ce type de question est crucial, particulièrement quand vous devez avoir une fonctionnalité qui dure
et qui ensuite va devenir biodégradable. Je pense à des applications dans le domaine de l'agrochimie, ça peut être des applications, par exemple, pour certains plastiques de résistance, mais ensuite qui doivent être biodégradables, peut-être sous des conditions données. On va être vraiment, d'un point de vue expérimental, sous une approche où on va scinder en fait les processus attendus. Mais il n'y aura pas une analyse qui répondra, on va dire, à l'application même de l'ensemble. On va combiner différents tests expérimentaux. Alors sur des polymères, il y a des choses qui ont été faites avec du vieillissement en simulant l'UV, en mélangeant de l'UV et de l'eau pour faire de la corrosion. On peut aussi mettre un peu de sel là-dedans. Enfin, tout ça, il y a des choses qui ont été faites sur des systèmes extrêmement modèles. Donc, ça peut être effectivement le moment de remettre ces tests-là dans des conditions beaucoup plus réalistes comme on le propose. Après, si effectivement il y a une demande sur des systèmes un peu moins modèles, ça peut être très intéressant effectivement de fabriquer un cas d'usage là-dessus qui puisse être utile pour vous tous. Il y avait une précision justement sur des demandes justement sur des études, des exemples qui peuvent montrer une corrélation entre la durabilité et la biodégradabilité. Ouais. Mais vous pourrez échanger plus en détail si vous le souhaitez, les contacts des personnes, n'hésitez pas à l'occasion. Et ensuite, une dernière question, pour moi, s'il n'y en a pas d'autres, pour l'évaluation du taux de biodégradabilité, comment tenez-vous compte de l'origine des inoculums, stations d'épuration avec des micro-organismes différents? Alors en fait, aujourd'hui, il y a deux manières d'aborder les choses. Soit on va être sous un format où l'évaluation de la substance ou du produit se fait dans un cadre réglementaire, et là généralement, on n'a pas de choix. Quelque part, la réglementation va diriger sur une norme donnée qui indiquera quel inoculum utiliser. Soit c'est une demande, on va dire, spontanée de la part du donneur d'ordre, donc pour des applications données de substances ou de matériaux. Et dans ce cas-là, finalement, on va s'intéresser à utiliser l'environnement, soit d'ores et déjà vérifier si la substance répond à la réglementation, parce que sinon on offrira une porte qui n'aura pas de question d'être ouverte. Et ensuite, en fait, on utilise d'autres essais expérimentaux et d'autres normes qui se rapprochent de l'environnement, par exemple naturel, que souhaite avoir le client. Ensuite, Scanae a une approche de justement, par exemple, on effectue des essais de haute mer. On a véritablement développé et voulu un inoculum performant pour nos clients. Donc, on s'intéresse véritablement à ce que nos propres, par exemple, nos propres prélèvements haut de mer soient représentatifs et soient de qualité, de reproductibilité à l'identique de ce qu'on peut faire et de ce que maîtrise un grand nombre de laboratoires dans le domaine des stations d'épuration sur un prélèvement de stations d'épuration. Mais il est effectivement très important à ce que les laboratoires sur lesquels vous vous appuyez, faut absolument pas hésiter à interroger aujourd'hui sur les performances et les conditions de manipulation d'inoculum et pourquoi pas à chercher à avoir une caractérisation amplifiée. À présent, je parle d'une autre question qui nous est vraiment très fréquemment posée, particulièrement dans le domaine des polymères. En fait, on a beaucoup parlé de la réglementation européenne, mais aujourd'hui, les réglementations, par exemple en Asie, au Canada et aux États-Unis sur les polymères, peuvent être en amont même des exigences aujourd'hui de l'Europe. Donc, par exemple, un polymère qui aujourd'hui, pour lequel on n'exige pas une analyse de biodégradabilité aujourd'hui en Europe, va pouvoir peut-être être exigé cette analyse à Taïwan, aux Philippines, en Corée, au Canada, aux États-Unis. Et à ce titre, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous comparent avec des laboratoires dans ses propres pays, à la demande même des industriels de ces propres pays qui utilisent ces polymères produits en Europe. Donc, on a des comparaisons fréquentes qui aujourd'hui poussent Scanae
à interroger, à caractériser mieux les inoculums également de ces autres pays ou utilisés par ces autres laboratoires pour éventuellement expliciter en fait d'éventuels écarts. Aujourd'hui, nous, on n'a pas eu d'écart spécifique, ou plutôt ils étaient en notre faveur, mais pour le coup, de pouvoir expliciter les écarts qui peuvent être associés à des écarts finalement soit d'inoculum ou à des écarts de pratique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Clairement, on a beaucoup ces questions-là, particulièrement dans le domaine des polymères aujourd'hui. Je vous remercie pour les réponses. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à contacter les personnes, vous avez les adresses mail, les numéros de téléphone aussi. Vous aurez la présentation, il y aura aussi un replay pour le webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci. À tous. Au revoir. Alors, ah oui, on ferme là.